Il se trouve que j'ai travaillé dans une pharmacie. Et c'est, je crois, Suisse mis à part, la pire expérience professionnelle de toute ma vie. Vraiment, la pire. Alors comment est-ce que tu te retrouves à bosser en pharmacie? Quoi, j'avais 18-19 ans? Je devais payer mes études. Et tu sais que c'est un peu la galère, quoi, pour trouver un boulot étudiant, bosser un mois ou deux. Du coup, j'ai cherché un boulot pendant cet été. Je sais plus, c'était l'été entre ma première et deuxième année de fac, peut-être bien. Et pour ça, je suis allé, probablement là où je n'aurais jamais dû aller, je suis allé à Pôle emploi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, ma tante, elle avait une pote, elle avait sa pote Carole, là, qui bossait à Pôle emploi. Et elle m'a dit, ah, bah attends, tu trouves un travail, y a pas de problème. Si tu veux, eh ben, à la pharmacie de Trex, ils cherchent quelqu'un. Je me dis, moi, bosser en pharmacie, c'est cool. C'est un endroit climatisé en été. T'es en intérieur, il y a sûrement moyen de s'asseoir, faire des trucs, des conneries. Terrible erreur. Terrible erreur que de croire ça. Et du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je débarque 1er jour de juillet à la pharmacie. Et en fait, mon travail consistait à faire l'inventaire de toute la pharmacie. Sauf que, petit détail, cela ne concernait pas l'inventaire des choses en rayon, mais l'inventaire de tout ce qui est caché. Et vous allez tout de suite comprendre c'est quoi le délire. Et il se trouve que j'arrive, du coup, on est plusieurs, on est genre 4. Premier jour, il nous fait descendre à la réserve, donc dans sa cave, parce qu'en fait, la pharmacie est collée à la maison du pharmacien. Donc en fait, la pharmacie, c'est une dépendance, en réalité, de sa propre maison. Et le sous-sol est commun à la pharmacie et à sa maison. Et sa cave, je vous jure, c'est vrai, était remplie à ras-bord de plus de 10 ans, voire 15 ans de stock de médicaments périmés. Et en fait, le pharmacien avait le syndrome de Diogène. Le syndrome de t'arrives pas à jeter les choses et t'accumules beaucoup de choses et t'arrives pas à les jeter. Il avait ça à l'échelle industrielle, puisque c'était un putain d'artisan qui vendait des trucs, et il nous payait l'été pour qu'on fasse l'inventaire de tout ce qu'il avait conservé pour bien vérifier que rien n'avait disparu. Est-ce que vous comprenez le délire déjà? Déjà dans quel délire j'arrive? Alors à ce moment-là, on va pas se mentir, je me dis, l'été va être long. L'été va être très long. Et donc il nous imprimait plein de feuilles. Et il nous faisait compter toutes les putains de boîtes dans toutes les putains de rangées. Je te jure, sa cave était rangée comme un magasin dans lequel il n'y aurait pas de place. Vraiment, ce serait cru à Emmaüs, quoi. En fait, en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il commandait plein de trucs et qu'il les jetait pas. Donc forcément, ils étaient là et donc il fallait qu'on compte. Pour bien vérifier que c'était là. On a trouvé des trucs, je vous jure. On a trouvé des préservatifs périmés depuis 2005. Des coquerines pour la bite, ils vendaient ça à un moment, je pense, il y a 15 ans. Alors du coup, faudra pas lui dire. On avait ouvert des bouteilles de lubrifiant. Il était dur à l'intérieur. Il était solide. Hein, le lubrifiant, c'était devenu un bloc de Saint-Doux. Incroyable. Et là, petit détail. Non seulement il avait le syndrome de Diogène, le pharmacien, mais en plus, il avait le tic, il voulait tout le temps tout nettoyer. Germaphobe. Il était germaphobe. Évidemment, il était pharmacien. Et donc, il était très à cheval sur l'hygiène. Et il y a un moment, il y a une des meufs qui bossait là, qui a eu le malheur de faire tomber une bouteille de sirop par terre, sur le carrelage. Et en fait, petite subtilité, alors déjà c'était très bizarre, il y avait une espèce de grande bande mousseuse verte qui était reliée au couvercle. C'était, je sais pas, il y avait une espèce de tube de mousse qui s'était formé au milieu et tout le reste s'était déversé au sol. C'était un peu grumeleux, il y avait t'aurais cru une espèce de pâte à crêpes qui a tourné, mais d'une couleur pas possible pour une pâte à crêpes, quoi. Il lui a fait laver la zone où elle a pété le truc à la javel pure, et ça de manière répétitive pendant plusieurs jours. En fait, il y a un moment où on a fini de faire l'inventaire. Je vais pas vous mentir, il y a des moments où on cochait oui c'est là, sans vérifier que c'était là, parce qu'on se disait bien, personne n'est venu dans sa cave lui voler des médicaments de 2004. Il y a vraiment peu de chances que ça arrive. Vraiment peu de chance. Donc on avait ces rituels de petites pauses à chaque fois, où on buvait du jus d'orange, pendant qu'il nous parlait de ses actifs en immobilier, il avait l'air d'être relativement riche. De toute façon, pour payer 4 personnes, pour pouvoir compter tes boîtes de médicaments périmés, il faut vraiment de l'argent, je pense. Et au bout d'un moment, t'as tout compté.
mais il est encore là et il veut encore que tu restes. Moi, il m'aimait bien. C'est ça le pire, c'est qu'il m'aimait bien. Et là, il m'a fait faire des trucs. Alors déjà, la pharmacie était au bord d'une route et un peu en dénivelé par rapport à la route, un peu en contrebas de la route, ce qui fait que logiquement, les voitures passant, le trottoir étant un trottoir de cailloux, tous les cailloux redescendaient vers chez lui. Et donc il me faisait régulièrement passer le balai entre la pharmacie et la route pour virer tous les petits cailloux qui descendaient sur le trottoir devant chez lui, pour les repousser vers la route. Ce qui fait qu'au bout de 2 jours plus tard, ils revenaient les cailloux, évidemment. C'est une route. Putain, fais goudronner. C'est pas possible. Et il y avait ça et un autre truc. Il me faisait nettoyer les rebords de fenêtres de sa maison et de la pharmacie, les rebords extérieurs. Vous savez, la partie devant la fenêtre, dehors, là, entre la fenêtre et les volets, plusieurs fois par jour, avec une éponge, du savon et de l'eau. Faut pas qu'il y ait de poussière. Putain, mais c'est le dehors. Le dehors, c'est sale. Le dehors, il y a les insectes et la poussière. Tout ceci, il était déjà bien aberrant. Mais il me faisait faire des trucs encore plus aberrants. Comme passer le rotophile dans les cailloux pour niquer les petites herbes. Passer le rotophile dans les cailloux. Sans équipement de protection. Et juste comme il me demandait de faire nimp de chez nimp, notamment d'un point de vue botanique, puisqu'il me demandait du coup de passer la tondeuse, m'occuper de ses plantes, etc. Et du coup, j'étais devenu jardinier entre-temps. Hein. À un moment, je suis devenu jardinier. Je suis passé de manutentionnaire à jardinier. Il me demandait de couper les haies super court, elles allaient complètement crever et tout. Il me disait, mais non, mais vas-y, coupe encore plus, et machin. Et j'en pouvais plus, je te jure, j'en pouvais plus. Il me demandait de faire des trucs qui avaient aucun sens. Il me demandait d'utiliser des produits sans équipement, sans protection. Je suis mais non. Et bien sûr qu'il insistait. Et j'ai fini par lui sarcler ces putains de haies là. Ces putains de haies, franchement, je pense que la moitié ont crevé. Hein. J'ai coupé les racines. Ça m'a saoulé. Désolé pour ces haies, elles y étaient pour rien. Et surtout, il y avait un citronnier qu'il aimait beaucoup. Il aimait vraiment beaucoup ce citronnier. Et vous savez, il avait un produit, il voulait tout le temps me faire buter les fourmis, à passer tout le temps des produits sur les fourmis pour niquer les fourmis, pour pas qu'elles niquent son jardin. Du coup, je savais où étaient les produits, puisqu'il me les faisait utiliser, et j'ai trouvé du Roundup pur. Ah, je pense qu'il a bien bu le poison. Bien bu. Hein. J'en ai versé une bonne quantité. Il a fini par rip le citronnier. Hein. La réalité aussi, c'est qu'il avait plus de vie de famille, ses enfants étaient partis, sa femme était partie aussi, je crois, c'est ce qu'on se racontait entre nous, parce que en fait, c'est pas possible de vivre avec quelqu'un qui a autant de tocs, tout simplement. Et il y a plusieurs choses, moi, qui m'ont marqué pendant ce séjour. Déjà, il avait plus de préparatrice en pharmacie, elle était partie en dépression, qui sait pourquoi. Son ancienne préparatrice en pharmacie, qui bossait avec nous donc, elle-même avait été partie en dépression. Elle disait qu'elle était fan vraiment de son métier, elle adorait son métier, puis elle a travaillé avec lui, puis elle a pété un plomb, elle a fait un breakdown pas possible, dépression, et elle a complètement arrêté, elle est complètement partie sur autre chose. Il se trouve que là, je devais être déjà ça faisait déjà 2 semaines que je bossais là, je n'avais toujours pas de contrat de travail. Il refusait de me signer un contrat de travail. Je ne savais toujours pas combien j'allais être payé. Il voulait me payer au noir. C'était littéralement Pôle emploi qui m'envoyait. Mais mec, c'est Pôle emploi qui m'envoie, tu vas te faire choper. C'est évident. Paye-moi normalement. Et du coup, il voulait vraiment pas me faire un contrat de travail. Et du coup, j'étais le seul à en demander un. Ce qui fait que si jamais il y avait un moment, un petit contrôle, il fallait qu'on se cache dans la cave. Petite récurrence, hein, chose que j'ai connue aussi en Suisse. Et Pôle emploi était au courant. Pôle emploi savait qu'il y avait plein de problèmes avec ce pharmacien-là, et il continuait d'envoyer des jeunes là-bas parce que il fallait bien, faut bien travailler quoi, il faut bien donner du boulot aux gens quoi. Et en fait, genre 3-4 jours avant le moment où je veuille me barrer, à un moment, du coup, je savais qu'il écoutait et j'ai fini par... Et j'ai dit, ma tante... C'est ce qui est faux. Ouais, ma tante, elle bosse avec l'URSSAF et elle comprend pas pourquoi j'ai toujours pas de contrat de travail, etc. Mais je pense que du coup, si ça continue, elle va venir voir. Le lendemain, j'avais un contrat de travail. Du coup, ce qui prouve 2 choses. Premièrement, qu'il avait peur de l'URSSAF. Deuxièmement, qu'il écoutait bien nos discussions. Mais je me demande ce que penserait l'ordre des pharmaciens, je sais pas si ça existe. Il m'avait chargé de récupérer tous les matins et de compter tous les matins les boîtes des arrivages de médicaments. Donc c'était moi, hein, sans formation en pharmacie du tout, qui était chargé de récupérer les colis de commandes de médicaments, de bien vérifier que tout était là, de les trier et de les mettre en rayon si besoin. Du coup, j'avais accès en exclu et un peu en prime time, en avant-première, à tout, notamment les substituts pour héroïne. Et on en recevait tous les matins. Trex, en fait, c'est
c'est pas à Chaumont. Et du coup, la plupart, je pense, des gens qui étaient un peu camés ou un peu drogués de Chaumont n'allaient pas dans les pharmacies de Chaumont parce qu'ils avaient probablement peur de se faire reconnaître. Du coup, ils allaient dans la pharmacie d'un village à côté. Et je me suis retrouvé, du coup, à devoir manipuler ces médicaments tout le temps, en permanence. J'aurais complètement pu, en foutant Scred dans la poche et me barrer avec en disant, bah ça on a pas reçu. J'aurais tout à fait pu le faire, sachez-le. Je l'ai pas fait, évidemment. On s'est jamais retrouvé à vendre des médicaments, mais en foutant rayon, oui, évidemment. Et ils vendaient beaucoup de trucs bullshit, genre des bêtes goji. Ils nous disaient, ah, il faut dire aux gens de bouffer des bêtes goji et d'acheter des bêtes goji. C'était 34 € le kilo, les bêtes goji. Mais attendez, la pharmacie n'était pas informatisée. Ce qui lui avait valu, je crois, quelques problèmes avec la Sécu. Mais en gros, elle était maintenue parce que c'était une pharmacie de village où c'était en plein milieu d'un désert médical, et ça l'est toujours d'ailleurs. Je sais pas si elle est encore ouverte. Bah, comme il était pas trop informatisé, puis qu'il avait un pote qui lui refilait des fausses ordonnances, et bah, il vendait des médicaments à base de fausses ordonnances. Il y a des gens qui avaient pas forcément trop le droit de les prendre. Après, c'était marrant, hein, il m'a prêté sa bagnole. Sa bagnole, je sais pas, elle devait coûter 30 000 balles pour aller à Chaumont chercher des médicaments. Moi, j'avais trop peur. Mais c'est plus d'argent que je n'en ai jamais gagné encore aujourd'hui. Alors évidemment, j'avais trop peur de la péter. Et donc finalement, j'ai fini par avoir mon contrat de travail. Et j'ai fini par lui dire que je ne revenais pas. Et je lui ai dit, c'est pas possible, en fait. Et donc, la moralité, ce que je peux en tirer, c'est que ce n'est pas parce que Pôle emploi vous envoie quelque part que les conditions de travail seront légales ou optimales, premièrement. Et ensuite, un patron peut cumuler plusieurs psychopathologies, je pense qu'on peut les définir comme ça, en tout cas plusieurs TOC ou plusieurs problèmes psychiatriques qui font qu'à la fin, tu te demandes si toi-même tu vas pas en avoir. Et dans ces cas-là, bah, même quand t'as pas de thunes, je pense qu'il faut pas rester, hein. Sinon, ça finit avec un coup de fusil à pompe derrière le comptoir. Hein. Et en vrai, vaut mieux ne pas en arriver là, quoi.